catégorie des oligoéléments, décidément, le cuivre, l'or et l'argent. Ce triptyque joue sur tout ce qui est phénomène de déclin, perte de confiance, abattement, perte d'estime. Voilà. Enfin, vous avez la dévalorisation. On va utiliser ce qu'on appelle des plantes de reconnexion à soi-même. On va retrouver bien sûr le millepertuis, la lavande, le rhodiola. On va utiliser la mandarine et on va trouver une huile essentielle qui est très intéressante et peu connue, qui est l'huile essentielle d'oliban, l'huile essentielle d'encens. L'encens que vous faites brûler, quand vous faites brûler de l'encens, eh bien, est distillé également et donne une huile essentielle d'oliban. En général, il vient d'Égypte. Et cette dévalorisation, en termes d'oligoéléments, va être traitée par le couple zinc-cuivre, qu'on appelle l'axe majeur de la désadaptation. Et également, je suis désolé de me répéter, mais le cuivre-argent aussi. Dans les syndromes de désadaptation dont nous avons parlé, également des outils de reconnexion avec millepertuis, lavande, rhodiola, les huiles essentielles de lavande, bien évidemment, et on retrouve toujours le zinc-cuivre et le cuivre-orge. Syndrome de désadaptation, avec des, on le vient de dire, tristesse. Avec la tristesse, on va utiliser des plantes adaptogènes, parce que les gens n'arrivent pas à coller aux injonctions sociales que la vie nous demande. Donc, je penserai à l'ashwagandha, que vous pouvez trouver, et puis en termes d'huile essentielle, vous avez la cannelle de Ceylan à nouveau, et l'huile essentielle des huiles de pin, qui sont des huiles essentielles stimulant la corticosurrénale, c'est-à-dire nous donnant de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la dopamine. Vous aurez également, ce qu'on trouvait tout à l'heure, le bourgeon du cassis, Ribes nigrum, et le bourgeon du tilleul d'arbre, Tilia tomentosa. Et on retrouve, je suis désolé, mais il est vraiment un axe de travail, le cuivre-argent en termes d'éléments de trace. Puis, je vous avais parlé d'une deuxième étape qu'on retrouve dans le deuil, qui est la colère, enfin, qui est une étape balisant le deuil. Là, on va trouver des plantes apaisantes, des plantes calmantes, mais également, la colère est liée à un organe qui est le foie, comme certains d'entre vous le savent. D'ailleurs, dans la médecine traditionnelle chinoise, on vous le dit. Donc, il faudra faire un drainage du foie. Alors, il y a également une troisième catégorie de plantes qu'il faudra utiliser pour la colère. Ce sont des huiles essentielles ou des plantes orthosympathico-lytiques qui vont freiner le système d'alerte. Alors, en vrac, nous trouverons l'huile essentielle de camomille romaine, l'huile essentielle de camomille allemande. Je vous signale que la camomille a ceci de particulier qu'elle est très utile dans ce qu'on appelle les colères cinématéria. Les gens qui connaissent l'homéopathie le savent. Le camomilla homéopathique n'est pas seulement utile pour les dents des enfants, mais il est utile aussi pour les gens qui ont des colères sans qu'on ait identifié de cause. C'est quelqu'un qui est très gentil avec vous, là il vous parle, du coup il me dit « Mais au fait, t'es emmerdante toi, de te tenir tout le temps comme ça, pourquoi tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, c'était pour m'embêter ?» On se demande d'où il sort cette colère-là. Bien. Ensuite, vous avez des plantes comme le zeste de mandarine, l'huile essentielle de néroli, qui est la fleur d'oranger. Vous avez, en termes d'oligo-éléments, le lithium, comme nous disions, et le troisième niveau de terrain de Jacques Ménétrier, qui est celui qui a mis au point les terrains des oligo-éléments, le manganèse cobalt. Dans la troisième étape qu'on trouve dans le deuil, c'est le déni. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le déni, c'était l'anxiété d'être impacté par une nouvelle trop invasive, trop intrusive, trop forte. Donc, on va utiliser des plantes anxiolytiques. Et avant les plantes, on peut utiliser le célèbre arnica homéopathique en petite dosette, en unidose, à la dilution de 15 CH ou de 30 CH. Plus le traumatisme sera important, que celui qu'on redoute, plus il faudra monter la dilution. En termes de plantes, je vous indiquerai le lotier corniculé, qui est une petite plante dont la fleur est comparable au genêt, qui pousse à la campagne devant les marches
marche d'escalier de la maison. La balotte fétide, Ballota fétida. On retrouve la lavande, alors pas forcément sous forme d'huile essentielle, mais des infusions de sommités fleuries de lavande, c'est-à-dire les extrémités fleuries de la plante. Et on va retrouver aussi la marjolaine, dite marjolaine à coquille, qui est une cousine de l'origan. Et on va retrouver la valériane. Attention, la valériane, ça sent mauvais. Hein. On l'appelle l'herbe au chat, parce que les chats aiment cette odeur, mais pour nous, c'est très désagréable. Alors, en termes d'huile essentielle, nous allons retrouver l'huile essentielle de thym à thymol, à diluer obligatoirement, et l'huile essentielle de marjolaine également, qui va être utile. Et en termes d'oligo-éléments, manganèse cobalt, et coucou le revoilà, le zinc cuivre. Bien, j'aurais terminé pour ne pas faire accaparement de la parole. Mais c'est long, les plantes. Les plantes, c'est long, je suis obligé de détailler. Il faut être précis. Et je crois que c'est important pour les gens qui écouteront ça et qui chercheront finalement quelles sont. Très bien, je vous remercie de me laisser développer. Donc, dans le cadre des alternances ortho et parasympathiques, donc la dystonie neurovégétative, vous allez utiliser des plantes antidystoniques que sont l'angélique en huile essentielle par exemple, ou la lavande en plante entière ou en huile essentielle. En termes d'oligo-éléments, vous utiliserez le magnésium, le lithium et le manganèse cobalt. Si les gens vont jusqu'à la tétanie, eh bien, vous utiliserez des plantes qui sont à la fois sympatholytiques et vagolytiques, c'est-à-dire qui freinent l'orthosympathique, système d'emballement, et le système de repos, en les descendant comme ça. Nous allons retrouver, bien évidemment, l'angélique, la lavande, la mandarine, d'autres que vous pourrez découvrir. Donc, ça, vous êtes au courant. Maintenant, si on a affaire aux fameuses allergies et aux phobies, on va d'abord utiliser des plantes de drainage du foie. Parce qu'il faut savoir qu'une allergie est centrée sur le foie, sur un problème de distorsion au niveau du foie. Donc, quand vous voulez traiter quelqu'un qui a une allergie, commencez tout de suite par lui nettoyer son foie, s'il peut, si le foie n'est pas épuisé. Ensuite, vous pourrez utiliser parmi ces plantes-là celles que je recommande parce qu'elles sont à la fois cholagogues et cholérétiques, c'est-à-dire qu'elles augmentent le flux de bile et sa sécrétion, sa fabrication, comme l'artichaut, le boldo et le radis noir, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais évidemment, il y a le chardon-marie, bien. En termes d'huile essentielle, vous recourrez essentiellement à l'huile essentielle de carotte et l'huile essentielle de lavande. Et en termes d'oligo-éléments, nous sommes, je vous le rappelle, dans les allergies et les phobies, vous utiliserez le soufre, qui est un solubilisant de la bile qui permet à la bile, ben, on ne va pas se faire de bile justement, parce que la bile va être beaucoup plus fluide, hein, il y aura un meilleur écoulement. Vous utiliserez le manganèse pour les allergies, vous utiliserez le lithium pour les phobies, et le manganèse cobalt pour les terrains globalement perturbés dans ce domaine-là. Et je terminerai, et je vous laisse tout de suite ensuite avec Marguerite, qui aura des choses très intéressantes à vous dire, avec ce qu'on a appelé la perte d'immunité. On va prendre bien évidemment des plantes immunostimulantes. Alors là, il y en a pléthore, dans les huiles essentielles également. En termes de plantes entières, je vous rappellerai l'éleutérocoque, que nous avons déjà cité, mais aussi l'échinacée à feuilles étroites, qui sont des grandes plantes de la stimulation de l'immunité. Parmi les huiles essentielles, je citerai en vrac l'huile essentielle de thym à thymol, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan, l'huile essentielle de cyste, l'adanifère, l'huile essentielle de citron, Citrus limonus en latin, le giroflier, l'huile essentielle de clou de girofle, et enfin l'huile essentielle de gingembre, qui est une plante immunostimulante. Ne retenez pas que le gingembre n'est qu'une plante aphrodisiaque. Et si elle l'est, mesdames, qui aimez beaucoup le gingembre confit, elle l'est pour les hommes. Ce n'est pas une plante aphrodisiaque pour les femmes. Non, c'est le sucre comme les femmes. Ah, voilà. Bien. En termes d'oligo-éléments, la toute dernière petite touche, c'est à nouveau le cuivre-argent, dans ce domaine de la perte d'immunité, bien entendu le zinc, hein, et auquel vous pourrez rajouter, par exemple, de la vitamine D. Vous savez qu'on est souvent en carence de vitamine D.
Mais vous prendrez de préférence une vitamine D végétale, et en l'occurrence, elle est issue du lichen, pardon. J'ai dit du lierre, du lichen. Et cherchez une vitamine D issue du lichen, et vous aurez une meilleure stimulation de votre immunité. Voilà, j'ai terminé pour ce chapitre qui est volontairement raccourci, si vous voulez. Raccourci, mais dense. Mais Je assez pense dense que quand tout le même. monde peut apprécier que nous allons pouvoir maintenant découper en tout petits morceaux pour balancer chaque petit morceau un peu partout. Mais déjà, on a une vidéo complète. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure des tests de tabacologie, mais il y a des tests pour tous les types d'addiction. Il y a des tests pour le sucre, il y a des tests pour l'alcool, il y a des tests pour le tabac, il y a des tests pour les jeux. Et il y a une échelle que j'aime bien, c'est l'échelle de Beck. L'échelle de Beck, c'est une échelle intéressante. C'est le bonhomme qui a fait ça, s'appelait Beck, B-E-C-K. C'est une échelle qui commence à permettre d'introduire chez la personne une certaine distance par rapport à son addiction, quel que soit le type d'addiction. Donc il y a un tableau. Je vais vous montrer un tableau qui est pour le tabac, mais ce tableau peut être adapté à n'importe quel type d'addiction. C'est un tableau qui est découpé en 4 morceaux. Et déjà, moi je le fais souvent remplir aux gens quand ils ont une addiction d'abord. Voilà, je vais vous le mettre là. Comme ça, vous pourrez le filmer. Et ce tableau, comme vous pouvez le voir, puisqu'il va vous être montré, ce tableau se réfère en 4 colonnes. D'un côté, vous mettez la situation d'addiction, l'événement, la situation. La deuxième colonne, c'est les émotions qu'il y a par rapport à ça. Donc les émotions qu'il y a dans cette addiction. Qu'est-ce qui se passe? J'allume une cigarette, je prends un verre d'alcool, je vais me mettre à jouer. À côté, c'est les pensées automatiques. Faire repérer à la personne les pensées automatiques qui se mettent en place à ce moment-là. Parce que ces pensées automatiques, on va pouvoir lui demander, dans un second temps, d'aller proposer des pensées alternatives. Et quand elle pense de façon différente, par exemple, vous avez un exemple direct sur le tableau, je suis chez des amis, il y a une bonne ambiance, content, j'allume une cigarette, je bois un verre d'alcool. Et je me dis, oh ben c'est juste pour une fois, j'en prends qu'une. Puis finalement, j'en prends 2, j'en prends 3, etc. Et en pensée alternative, je pourrais me dire, tout va bien, c'est pas la peine que j'allume une cigarette, je risquerais de me faire avoir par la cigarette, laissons filer. Donc, c'est des choses comme ça qui vont générer des changements au niveau du psychisme de la personne, et du coup, avec un peu d'aide, avec les plantes et les huiles essentielles, ou les oligo-éléments, ou le tout qui a été proposé juste avant, la personne va pouvoir, pas après pas, avancer vers sa santé, et vers sa libération. Parce que c'est comme si la personne qui a une addiction se trouvait en prison. C'est pareil qu'une prison. Il y a des murs de prison, mais elle ne sait pas qu'elle est en prison. Donc, l'important, c'est de lui faire prendre de la distance par rapport à sa prison. De la mettre, par exemple, en dehors de la prison pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Tiens, regarde, là-bas, tu te vois, là-bas, tu es en prison. Et plus on va lui faire prendre de recul et de distance, plus la personne a de chances de se sortir de l'addiction. Et on ne peut pas dire que les addictions, c'est quelque chose à négliger. Parce qu'au niveau de la santé publique, c'est quelque chose d'extrêmement grave, ce qui se passe actuellement. Ça empêche les gens de réfléchir, ça les empêche de travailler de façon correcte et cohérente dans les travaux qu'ils effectuent. Donc même les entreprises devraient y songer. Il y en a certaines d'ailleurs qui proposent des possibilités de sortir du tabac, de sortir... Mais il n'y a pas que ça comme addiction. Il y en a beaucoup, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et donc, je crois que c'est un sujet de santé publique encore plus important que le Covid, parce que derrière, ça tue peut-être pas du premier coup, ou en 15 jours, ou en un mois, mais ça tue à coup sûr. L'excès de sucre provoque souvent ensuite une insuffisance pancréatique, j'allais chercher l'insuline, insulinodépendance. Voilà. Donc l'excès de tabac provoque des troubles respiratoires, l'excès d'alcool provoque des troubles digestifs, on est sur la sphère digestive, l'excès de jeu provoque la perte de son porte-monnaie et peut-être de tous ses amis et d'un réseau de gens avec lesquels on pourrait être en relation sympathique, et risque surtout de nous amener à devoir payer des dettes invraisemblables qu'on ne peut pas payer, donc peut nous conduire carrément en prison. L'excès de sexe peut provoquer carrément un infarctus, pourquoi pas, ou d'autres problématiques.
et puis des maladies, des MST, des trucs comme ça. L'excès, enfin la liste peut être longue, hein, on peut y aller, là, il n'y a pas de problème. L'excès de tablettes pour les petits-enfants qu'on fait manger devant leur tablette ou devant des téléphones portables pour s'en débarrasser et pour qu'ils mettent quelque chose dans leur bouche, risque de conduire ces enfants à devenir d'abord des enfants hyperactifs, avoir ce syndrome de l'hyperactivité ensuite quand ils arrivent en classe, mais ensuite aussi d'avoir une sorte de crétinisme. Vous savez, le crétinisme, cette maladie qui fait qu'on n'arrive pas à réfléchir, que l'on est totalement mal adapté au groupe dans lequel on vit. Et c'est malheureux de voir ça. Donc je pense que franchement c'est une question de santé publique véritable et qu'au lieu de uniquement faire des campagnes anti-tabac, on ferait bien aussi de faire des campagnes anti-alcool, des campagnes anti-addiction au jeu, des campagnes anti-jeux de hasard, des campagnes anti-sport excessif, etc. Tout ce qui dépasse finalement l'équilibre d'une vie saine. Alors je vais vous raconter une histoire, parce que j'aime beaucoup les métaphores, et j'en connais une que j'ai trouvée très sympathique. Elle est rigolote. Alors, prenez-la à distance malgré tout. Un jour, c'est Siddhartha Gautama Bouddha qui était en train de pêcher un poisson sur une rivière. Et il était là, tranquillement installé, pêchant ses poissons. Donc la canne à pêche avait été jetée en amont. Ça pourrait être n'importe quel pêcheur en France. Et là, il y a un de ses disciples, absolument béat d'admiration, qui vient le voir. Il dit, maître, 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 dis-moi, comment fait-on pour pêcher du poisson? C'est tranquille, pêcher du poisson. On peut manger son poisson, on est bien. Et Siddhartha le regarde et lui dit, oh ben c'est simple, si tu tends trop ta canne à pêche, elle va péter, tu ne pêcheras pas de poisson. Si tu ne la tends pas assez, là non plus, tu ne pêcheras pas de poisson. Il y a une juste tension. Mais c'est pareil. Une juste tension interne, un équilibre. Et c'est cet équilibre. Et les addictions conduisent à un déséquilibre, une disharmonie, une non-appartenance au groupe humain et à la vie. Donc, mes amis addictifs, vous pouvez vous en sortir. Avec tout ça, venez donc nous voir ou commencez déjà à travailler sur vous. Vous avez pas mal d'éléments pour commencer. Je voulais ajouter juste et donc, confirmer. De la main et donner la conclusion. Oui, j'ai tendance à prendre la parole. À donner la conclusion, voilà. Non, c'est juste pour confirmer ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que oui. Très souvent, après 40 ans de médecine, j'ai vu très même, souvent, les gens ont recommencé à fumer. Ils le disent tous. C'est incroyable. Après n'avoir pris qu'une seule cigarette avec les copains. Vous avez toujours un bon copain, une bonne âme qui vous dit bah, tu penses, c'est pas ça qui va te faire refumer. Mais vous reprenez une seule cigarette, vous recommencez à fumer. Et alors, pour l'alcool, c'est pareil. Alors justement, je vais vous donner une dernière feuille, comme ça elle sera sympathique. C'est un graphique des bénéfices de l'arrêt du tabac. Et puis on va conclure après, parce que ça fait un moment qu'on papote. On papote, on ne voit pas passer le temps, mais notre cinéaste nous le dit. Alors les bénéfices de l'arrêt du tabac. La dernière cigarette. 24 heures plus tard, le taux de CO2 est normalisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop de CO2 dans votre sang. C'est quand même énorme, c'est vite fait. Un an plus tard, vous avez un risque d'infarctus qui est diminué de moitié. Mais il faut quand même attendre un an. Hein, bon, donc vous attendrez un an. Et alors 5 ans plus tard, le risque des cancers du poumon est diminué de moitié. C'est génial, non? Alors je ne vous dis pas 10 à 15 ans plus tard, vous reprenez une espérance de vie normale. Mais voyez quand même à quel point c'est long de se séparer d'une addiction. Une fois qu'on y est tombé dedans, par hasard, ou parce qu'on a voulu faire comme un ancêtre, ou parce que le milieu s'y prêtait, quelles que soient les bonnes raisons que vous vous donnez, c'est quand même un peu dommage de diminuer votre espérance de vie. N'oubliez pas qu'il y a une mémoire. C'est-à-dire que, regardez l'histoire de la cigarette dont je vous parlais à l'instant, la personne ne reprend qu'une seule cigarette. C'est ça. Elle réactive toutes les mémoires de besoins, de routines, de choses comme ça, ou d'attitudes. Puisque la cigarette, c'est à la fois un produit et une attitude. C'est la raison pour laquelle... Si je me mets comme si avec ma cigarette, c'est une attitude mondaine qui me pose. Mais c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est pas en une séance d'hypnose qu'on règle un problème d'addiction véritable. Et qu'il y a des gens qui viennent dire moi en une séance ça a marché. Non, ça marche un certain temps. Puis ça dépend du niveau de motivation, ça dépend des particularités de chacun. Il faut parfois plusieurs séances. Ça ne se fait pas en une fois. Parce qu'il faut fixer la chose. Il faut que les mémoires
soit vraiment transformé. Or, le cerveau, il fonctionne comme ça. Il associe des informations les unes aux autres par la perception qu'il en a, c'est-à-dire par les 5 sens. Chaque événement est codé dans le cerveau, c'est un codage, avec un aspect visuel, un aspect ressenti, un aspect auditif, un aspect gustatif éventuellement, un aspect olfactif. Et donc ces aspects-là définissent une expérience. Quand on travaille vraiment sur les expériences addictives, on va changer la perception à l'intérieur du cerveau pour que justement il n'y ait plus ce genre de rappel. Si vraiment on veut travailler sérieusement avec quelqu'un qui est addictif, il faut aller jusque-là. Il ne faut pas se contenter de faire du surfacing, parce qu'un an plus tard, la personne rechute, ou 5 ans plus tard, à cause de ça. Parce qu'on a quand même travaillé trop en surface. Voilà, ce que je voulais dire. Et voilà, écoutez, on vous dit au revoir, on vous dit à bientôt.